Bonjour les amis, bienvenue à La Rochelle dans la cour de l'hôtel de ville qui s'apprête pour les 48 heures qui viennent à commémorer le 80e anniversaire de la libération de La Rochelle. Une ville libérée dans des conditions particulières puisque c'est la dernière préfecture française libérée. On aura attendu pour cause les derniers instants avant d'être libérée. La Rochelle était victime d'un 5e siège, après en avoir vécu 4, dont celui de 1728, qui était celui de la poste de La Rochelle. Je suis avec Marc Béraud. Marc, bonjour. Bonjour Denis. On va commémorer évidemment la libération nationale, mais la libération dans des conditions particulières de La Rochelle, qui a été une, disait-on, des dernières postes. Qu'est-ce que c'est que cette poche, en quoi ça a singularisé La Rochelle? Alors la poche, donc les Alliés en juin 44 vont débarquer en Normandie, comme chacun sait, et ils vont avancer progressivement vers l'Allemagne. Ils vont libérer la Normandie, puis il y a la conquête Paris, etc., etc. Et pendant ce temps-là, les Allemands vont se réfugier sur les côtes atlantiques et vont se réfugier sur des lieux stratégiques. Alors, on connaît Royan, Lorient, Brest et La Rochelle. C'était les plateformes maritimes pour eux à l'époque? Oui, c'était des plateformes maritimes importantes. Ils se regroupent et ils forment des noyaux extrêmement solides. Et à La Rochelle, c'est 15 000 soldats allemands qui se regroupent à La Rochelle. Donc à partir la poche de La Rochelle apparaît à partir de septembre 44. Et pendant ce temps, donc les Allemands se regroupent, constituent des places fortes, des places fortes, et progressivement les armées de libération, enfin les résistants, vont progressivement encercler les poches elles-mêmes. Donc tu as deux lignes, il y a une ligne allemande qui protège leur forteresse rochelaise, et puis tu as une ligne un peu plus loin qui est la ligne d'encerclement des résistants, des FTP résistants, et donc il y a une espèce de zone de no man's land entre les deux, et donc pendant la poche, donc les Allemands vont demander, donc ils vont essayer de miner la ville, enfin dans l'objectif de la détruire si jamais les forces alliées, les Français attaquent. Donc ils vont miner partout, ils vont mettre des bombes, etc., etc. Et la ville est transformée en forteresse, avec des tranchées dans la ville, des barricades, des chevaux de frise, etc., etc. Et donc il y a ces deux lignes avec un no man's land entre les deux. Bon, le préfet très courageusement s'est enfui dès l'été 44. Donc c'est le secrétaire général de la préfecture qui va assurer la gestion de la ville pendant toute la période, le dénommé Désiré Arnaud. Et donc dans cette espèce de configuration avec ces deux lignes, il y a deux hommes qui vont se distinguer. Donc c'est l'amiral Meyer, enfin Hubert Meyer, qu'on a connu amiral, qui était commandant, c'était amiral Schirlitz. Je crois qu'il est lieutenant de vaisseau. Et le responsable de la ville allemande, c'est Schirlitz. Et donc ils vont négocier. Ces deux germanophones ou germanophiles, enfin, donc ils ont une culture un petit peu proche l'une de l'autre, donc ils négocient pendant une longue période. Ils vont d'abord aboutir à un accord je crois que c'est le 18 octobre 1944, ils vont signer un pacte de non-agression qui définit les règles avec des lignes à pas franchir, etc. En sachant que les Allemands avaient mis une sacrée pression, parce que vous le disiez là, le port avait été miné, et plus que ça, le môle d'escale là-bas à la palisse. Mais on a des images aussi où on voit les Allemands en train de mettre les bombes sous le quai, et puis de les enlever à la suite. Oui, ils voulaient se prémunir contre toute attaque possible. Et si jamais on attaquait, bon, la ville était destinée à être complètement détruite. On sait si les tours avaient été minées, elles aussi? Alors, je crois que oui. Ils avaient disposé des bombes un peu partout. Oui, je crois que la ville était destinée à sauter. On aurait pu penser dans les dernières heures de la guerre que comme on a massacré Royan, La Rochelle allait être massacrée. Ça n'a pas été le cas. Alors, Royan a été bombardé à deux reprises en 45 et surtout en avril 45, mais a été bombardé par les Alliés de façon d'ailleurs totalement inutile, puisqu'il y a eu beaucoup plus de morts civiles royanais que d'Allemands. Et toutes les batteries allemandes donc, qui bloquaient l'entrée de la Gironde, rien n'a été détruit. Donc le bombardement de Royan est une catastrophe stratégique. Donc ça a pu servir un petit peu de modèle pour La Rochelle, surtout ne pas attaquer la palisse. On bousille la ville inutilement et on détruit pas la base
de la Palisse qui existe toujours. Hein. La comptabilité des menaces porte à 350 alertes pour bombardement sur les 5 ans d'occupation, mais à chaque fois, ça tombait évidemment sur la base sous-marine qui était plus ciblée, mais ça épargnait nos tours, ça épargnait la ville médiévale. Oui, alors, oui, les bombardements étaient ciblés sur la Palisse. Les premiers gros bombardements, je crois qu'on les situe en 41. Il y a un cuirassé allemand qui est à la Palisse et les Alliés vont se concentrer là-dessus. Mais effectivement, la ville elle-même n'a jamais été bombardée. C'était la Palisse et la Leu qui ont été bombardées en tâchant d'attaquer la base sous-marine qui a résisté tout le temps, qui n'a jamais été détruite. Charlie, c'était un nazi, donc c'était un dur, mais en même temps, ça avait l'air d'un type un peu conciliant, puisqu'il s'entendait pas mal avec Meyer. En tout cas, le fait qu'il ne soit pas allé jusqu'au bout de la destruction de La Rochelle, qu'il ait épargné La Rochelle grâce aux accords qu'ils ont signés tous deux, laisse entendre que le type était un peu éclairé quand même. Oui, alors je pense pas que ce soit le seul soldat allemand qui avait quelque humanité. Hein. Je crois qu'il y en a eu d'autres. Et non, ce qui est important de savoir aussi, parce que on parle toujours de 5e siège, donc il a fallu organiser tout ça. Et donc il y a ce pacte de non-agression du 18 octobre, et puis donc il va régir la ville jusqu'au mois d'avril. Et au mois d'avril, De Gaulle demande au général de l'Armina, donc qui est le responsable des forces françaises de la côte ouest, d'attaquer les poches. Et donc le général de l'Armina va commencer un petit peu, quelques tentatives et tout, mais sans trop insister. Et surtout, le général de l'Armina va dénoncer le pacte de non-agression du 18 octobre. Donc à ce moment-là, les choses changent complètement. Mais dans le même temps, il va demander à Meyer d'aller négocier avec Schirlitz. Et c'est cette négociation, donc il y a eu déjà une première négociation dès le début de la poche, et puis une nouvelle négociation pour éviter la destruction. Et donc Schirlitz admet les Allemands vont quand même tenir la ville jusqu'au dernier moment, c'est-à-dire ils vont partir le 8 mai 1945 de façon un peu précipitée. On se souvient que au bunker de Jean-Luc Labour, il restait des objets que les Allemands avaient laissés sur leur table de nuit, y compris, je crois, des cartes d'identité et des pièces de monnaie. Mais ce qui est important de dire aussi, c'est que pendant la poche, les Allemands vont demander aux civils de partir. Donc tous les enfants jusqu'à 14 ans sont priés d'évacuer la ville, les femmes, les vieux, etc. Et donc je crois qu'il y a 10 000 Rochelais qui vont évacuer, sachant qu'au début de la poche, je crois qu'il y a encore 35 000 Rochelais à La Rochelle. Et à la fin de la poche, il y a quasiment autant de soldats allemands, il y a 15 000 soldats allemands à La Rochelle, il y a presque autant de soldats allemands que de Rochelais sur place. Marc, on résiste à La Rochelle comme partout. Il y a une résistance très active, très multiple, mais j'allais dire douce. En tout cas, elle ne se singularise pas dans des attentats spectaculaires. Elle est plutôt sur des choses fines comme le renseignement. Alors, la résistance à La Rochelle, elle commence dès juin 40 avec Léopold Robinet. Je crois que la résistance à La Rochelle, elle va être beaucoup plus significative dans le renseignement, très très important, avec la Palisse. Et tu sais bien que l'origine de l'assassinat de Léonce Vieljeu, de Joseph Vieljeu, qui était le maire de l'époque, qui voulait pas rendre la ville. Et Joseph Camaret, le directeur des chantiers navals. Donc c'est l'origine de leur mort, c'est que depuis les chantiers navals et depuis la base de la Palisse, il y a une foultitude de renseignements qui vont être transmis aux Alliés. Donc je crois que la résistance rochelaise a été très active dans le renseignement et aussi dans le passage sur des aviateurs anglais, des aviateurs alliés descendus. Bon, il y avait toute une organisation pour leur permettre de transiter, d'essayer de regagner l'Angleterre. La Rochelle a son lot de héros, gens qui ont été exécutés, à commencer par Léonce Vieljeu, donc le maire de l'époque, plus quelques autres noms. Ben, les autres noms, moi je cite toujours Léopold Robinet, qui a créé son mouvement Honneur et Patrie, et qui a abouti à cette fusillade au camp de Souge de janvier 1944, et parmi les gens fusillés, il y a bien sûr Marcel de Flandre. Et puis Armand Bouffény. Oui, et puis bon, il y a eu de multiples résistants, oui. Mais moi, je suis très attaché au mouvement de Léopold Robinet, parce qu'on l'oublie tout le temps. Alors pour moi, c'était le premier héros rejeté de la période.
Et ils sont une vingtaine à être fusillés dès janvier 44. Parmi les lieux les plus sombres, tous les Rochelais ne le savent pas, il y avait aujourd'hui l'hôpital psychiatrique Marius Lacroix, qui était un centre dont on avait sorti les malades. Il est passé là 1 millier de personnes qui ont été évacuées pour pouvoir faire de ça une salle de torture, salle de prison. On a tué. C'est un Marius Lacroix à Lafond là-bas. Oui. Ce qu'on peut dire aussi sur la poche, c'est que il y a le célèbre Sidos, Pierre Sidos, c'est un des responsables de la milice. Oui. Et pendant la poche, il est à La Rochelle. Un collabo? C'est plus qu'un collabo. Salaud. Et donc, oui, enfin, bon, attends. Histoire il a servi de histoire modèle. À juger, en couper la tête. Oui, mais il a servi de modèle à d'autres après. Enfin, oui. Donc, Pierre Sidos, qui est un responsable de la milice, est à La Rochelle. Et il veut régenter la ville, il veut prendre le pouvoir en ville, sachant que le pouvoir civil est exercé par Désiré Arnaud, le secrétaire général de la préfecture, mais il veut prendre le pouvoir. Et même les Allemands refusent de laisser quelque pouvoir que ce soit à Sidos parce qu'il est trop violent, il est trop limite. Et donc Sidos est fusillé à la Libération, mais il a eu des enfants. Dont l'un était un peu le maître à penser de mes petits camarades en mai 68 à Assas, et c'était aussi l'un des maîtres à penser de Jean-Marie Le Pen. Pendant que les uns résistaient sous la forme de la réalisation de cette automitrailleuse dont on va parler dans quelques instants, d'autres résistaient à 2 pas d'ici, sur la place de l'Hôtel de Ville. Vous avez la grande poste de La Rochelle. Eh bien, dans les sous-sols de la poste, figurez-vous qu'il y avait un poste radio clandestin qui permettait d'écouter les Allemands et de vite renvoyer à Londres les informations qui étaient captées ici, dans les sous-sols de la Poste. Oui. Alors, je crois que il venait de chez l'électricien de la rue Saint-Yon, là. Oui, ils étaient de connivence avec l'électricien au 60 de la rue Saint-Yon. Si vous passez par là, regardez cette maison. Il y avait un électricien émérite et qui était plus qu'émérite, parce que du coup, il a apporté un sacré coup de main sur le thème du renseignement lui aussi. Oui. Alors, ces véhicules, qu'est-ce que c'est que ces machins? Parce qu'il n'y en a pas dans le catalogue des automitrailleuses françaises. Fait maison, ça. C'est du fait maison. Alors, ça a été fait par les résistants, donc à l'intérieur, pas dans la poche. Alors l'autre on le voit mieux, parce que les pneus sont neufs. On va s'approcher. C'est fait sur la base d'une Simca 8. Et la Simca 8, on voit encore sur les enjoliveurs, là, Fiat Simca. Et donc c'est la première Simca qui a été construite en France. Et il y a écrit licence Fiat, c'est la réplique de la Topolino italienne. Et donc c'est fait clandestinement évidemment, mais dans les chantiers de la Delmas. Il y a un lien, c'est des tôles vraisemblablement détournées des chantiers de la Delmas, et ça a été fait clandestinement, mais au moment de la libération de La Rochelle, elles ne sont pas complètement achevées. Donc en réalité, elles n'ont jamais servi. En réalité, comme Fort Boyard. Elles n'ont jamais servi. Mais il y a ces deux-là, donc qui sont les deux Joseph Camaret, donc qui sont des petits modèles. Alors, qui c'était Camaret? Alors Joseph Camaret, c'était le patron des chantiers navals de la Palisse. C'était donc Léon Vieljeu était le patron, le président des chantiers, et Joseph Camaret était son directeur. Elles faisaient lance-flammes aussi en même temps, donc elles ne sont jamais allées jusqu'à être équipées lance-flammes et acheter les flammes, mais enfin, tout était fait. Les Rochelais étaient fiers, ils les sortaient comme un trophée à chaque circonstance. À la Libération, elles devançaient le défilé militaire. Oui. Et alors il y avait les deux grosses, qui étaient la Delmas et la Vieljeu, oui. Et la Léonce Vieljeu, elle est restée très longtemps dans le jardin du muséum, et elle était juste en face à la sortie du lycée Fromentin. Et donc, quand on était enfant au lycée Fromentin, on jouait dans la voilà, ça c'était une des deux grosses. On rentrait dedans par une trappe qui était dessous. Oui. Mais donc quand on était gamin, on jouait dedans dans le jardin du muséum. La Léonce Vieljeu a été donnée au musée des blindés de Saumur, mais elle va être récupérée et on espère la revoir très bientôt à La Rochelle. Voilà, c'est un monument et c'est un des grands symboles de la lutte des Rochelais contre l'occupant. Voilà. Autre chose aussi à signaler, la place de Verdun a été un point fort parce qu'il y avait là des services de l'administration allemande de contre-espionnage, etc. Et puis il y avait surtout, pour que les Rochelais puissent s'abriter, les abris de la défense civile sur la place de Verdun.
On sait que La Rochelle est truffée de souterrains, donc pendant les alertes, les Rochers ont été appelés à aller se réfugier dans les souterrains, mais pas nécessairement. Dans la famille, il y avait une maison avec une cave. En ville, on descendait à la cave. Enfin, j'étais pas là pour en témoigner. Le jour de la reddition de Schirlitz qui dépose les armes, festoiement évidemment dans La Rochelle. Et puis on parlait tout à l'heure du maire Léonce Vieljeux, maire qui avait refusé d'obéir aux Allemands qui le sommaient de descendre les couleurs françaises, tricolores de la mairie au profit de la Croix-Gammée. Il a refusé de faire ça, ça lui a valu d'être envoyé au Struthof et puis d'être exécuté. Voilà, et ce portrait à la sortie de la guerre de lui. C'est un Balland, oui. Et ce portrait sera remis pour les quelques journées commémoratives là d'ici lundi. Bon, Marc, merci. C'est bouleversant ça. On voit que la statue de Jean Guiton a disparu. Qu'est-ce qui se passe? Oui, parce que là, il y a la photo quand on vient, un beau bronze là ici. Il n'est plus là. Alors, les Allemands avaient déboulonné les principales statues de La Rochelle, c'est-à-dire celles de Guiton, Dupéré et Eugène Fromentin. Elles étaient destinées à être fondues pour faire des canons ou des obus. Et donc, le lieu où elles étaient, disons, expatriées, je crois que c'était au Blanc-Ménil. Oui, et il se trouve que le responsable de l'entrepôt du Blanc-Ménil était un Rochelais. Donc il se débrouillait pour les mettre au fond. Donc oui. À chaque fois, il est décalé pour les mettre au fond. Et donc les 3 statues ont été sauvées. Et on les a récupérées toutes les 3 à la Libération. Les amis, 3 statues. La première, elle est sur la place de l'Hôtel de Ville. C'est Jean Guiton. La deuxième, c'est Dupéré, sur le quai Dupéré, sur le Vieux-Port, au pied de la Grosse Horloge. Et la troisième, c'est à l'intérieur, au départ de la rue du Temple, derrière la Grosse Horloge, quand vous rentrez dans la vieille ville. C'était la statue de Fromentin. Oh, voilà une belle histoire, les gens savent pas. Petit banc. Voilà, donc n'oubliez jamais, et au travers le détail, souvenez-vous toujours, on a besoin de border un peu notre avenir là, hein, et c'est aujourd'hui que ça se consolide. Oui, absolument, absolument. Bien Marc, merci, allez, paré pour 3 jours, j'allais dire de fête, en tout cas d'émotion, ça c'est sûr. Commémoration. De commémoration. Voilà les amis, c'est en direct depuis La Rochelle, dans la cour de... si c'était la dernière préfecture de France libérée à la dernière guerre, sachez que ça a été la plus vieille mairie de France, c'est toujours la plus vieille mairie de France encore opérationnelle. C'est dire l'attachement qu'on a à l'histoire et le respect qu'on a d'elle. Voilà. À très bientôt les amis sur DLR TV. Profitez.